Dahlia Brooke, tome 2, La ville de cendres, écrit par Caroline Mertz, lu par Elina Watt. Chapitre 1. Terrain hostile. Dahlia. 16 mars 2013. Juste après l'appel de Georgia, je n'ai pas attendu. Je me suis hâtée jusqu'à ma voiture, tremblante, et j'ai écrasé la pédale d'accélérateur afin de débarquer au plus vite jusqu'à mon petit cocon, ma maison. Véhicule stationné dans mon garage, protégé à l'abri le temps de ma mission, je me suis précipitée à l'intérieur de la demeure. J'ai récupéré toutes mes affaires nécessaires, du moins ce que je songeais l'être, puis je me suis vêtue en conséquence. Mon cœur battait à tout rompre, mon estomac remuait, l'appréhension coulait dans mes veines. Je ne craignais pas de rendre l'âme en accomplissant mon pensum. Je ne jugeais pas ça si important, car je ne détruirais personne derrière moi. Toula et Clarissa s'en remettraient après quelques semaines ou mois. Je les aimais et je savais cette affection réciproque, mais je n'étais pas la sœur de Clarissa. Mon estomac se tordait à mesure que les minutes s'écoulaient, en proie à des sueurs froides liées à mon appréhension. En réalité, je redoutais plus de faillir à ma mission, de ne pas empêcher le mal de se répandre, de commettre les pires erreurs, que de mourir. Je n'ai jamais été parfaite. Au contraire, je me révèle gauche au quotidien. J'ai toujours appartenu aux peureux de service, ceux qui préfèrent s'emmitoufler dans leur couverture au moindre bruit suspect, plutôt que de partir à la pêche aux informations. Du moins, jusqu'à mon entrée dans les services secrets. On ne m'a pas donné le choix. Je devais enquêter afin de remporter la mainmise sur mon destin, sinon je serais d'ores et déjà une louve tyrannique, diabolique, contrôlée par un terrible virus. Oui, je suis tout à fait imparfaite, j'en ai conscience. Pour me préparer au travail, j'ai enfilé un pantalon cargo noir près du corps, avec un henley bleu marine, une petite veste noire, des bottines en cuir qui tiennent le pied, comme aime le dire Atlas, puis des holsters de cuisse. Pile à la hauteur des mains, ces simples accessoires permettent de dégainer son arme à une vitesse fulgurante. Je les ai toujours préférés aux classiques holsters que les gangsters glissent sous leur costard. Mon pauvre et magnifique Colt chromé restait chez moi, car je craignais de devoir le sacrifier en mission. Les cheveux relevés en une queue de cheval bien serrée, certaine qu'elle tiendra, j'ai jeté un œil à mon portable, celui fourni par le DABS. Un message de Georgia s'y trouvait. Elle me laissait de nouvelles instructions, un résumé de la situation à Greenville City, le nouveau terrain de jeu du bioterrorisme. Georgia. L'épidémie de Greenville City a commencé il y a 3 jours. De nombreuses armes biologiques se trouvent sur le terrain, des zombies, tout comme des vampires de type 1 et 2. Les alentours de la ville ont été évacués. Tout le périmètre est surveillé par la branche militaire du DABS, tout juste à la zone de décontamination. Tu devras trouver le responsable de cette épidémie, y mettre fin, et nous fournir toutes les informations dont tu bénéficieras. Dans l'hélicoptère, tu retrouveras une boîte contenant une mitraillette, 2 Glock, 3 grenades et 10 munitions. Tu seras déposé sur un toit à l'entrée de la ville. Cette dernière est bouclée par les militaires, mais la zone d'infection pourrait s'étendre plus vite que prévu si elle n'est pas canalisée dans les prochaines 24 heures. L'agent Atlas Blackburn est sur le terrain depuis hier soir. Le DABS a eu de ses nouvelles. Cependant, il semble avoir besoin de renfort. Atlas Blackburn, besoin de renfort? Je n'aurais jamais songé voir cette poignée de mots dans une même phrase. Un indicateur que la situation s'avérait plus critique que le DABS ne voulait l'admettre. Il paniquait. Atlas, lui aussi, était-il en proie à une peur viscérale? Non, impossible. Le super-héros de l'organisation, ou l'élite, comme il le nommait, ne pouvait se trouver dans un tel état. Le souffle court, je me suis arrachée à mes pensées. J'ai accroché une montre à mon poignet, puis observé les aiguilles. Il ne me restait plus qu'une demi-heure avant que le chauffeur ne débarque devant ma demeure pour m'amener jusqu'à l'héliport. Tout s'était déroulé si vite. 1 heure plus tard, sur une base aérienne de l'organisation gouvernementale, je montai dans un appareil aérien afin de me jeter en terrain hostile. Comme prévu, j'y trouvai mes outils de travail,
un cadeau empoisonné signé le Department of Anti-Bioterrorism Security, mes seuls véritables moyens de défense. Pas sûr qu'un simple high kick bien placé tuerait des créatures issues d'expériences biologiques, sinon la ville n'aurait pas été bouclée. Ce même engin volant m'a déposé sur le toit d'un immeuble, en enfer, à la limite du purgatoire. Ma première mission, pas la plus simple, était de retrouver Atlas, de suivre les indications de Georgia qui le géocalisait autant que moi. Ma mission commençait là, seule, en terrain hostile. Les mots d'Atlas me revenaient en plein visage comme une claque. Je t'ai demandé des chaussures qui tiennent le pied, pas des chaussons de ballerine. Les chaussons de ballerine permettent une grande souplesse du pied, de réaliser des prouesses, et on y est très à l'aise. Sauf qu'une petite danseuse étoile crève à la seconde où elle entre en territoire hostile. Tu as envie de crever ? Je devais faire mes preuves, de véritables preuves. Cela même si mon estomac dansait la salsa, guidé par l'appréhension. Après tout, être catapulté dans une ville abandonnée à l'horreur n'a rien d'agréable et de commun. À vrai dire, je craignais d'en ressortir davantage traumatisé, pire que la manière glaçante et éprouvante dont j'avais atterri au Dabs. Mes nuits s'avéraient encore difficiles. Il n'était pas rare que je me réveille trempé de sueur, dans des draps brûlants, pantelantes, assailli par un cauchemar aux allures réalistes. Montre accrochée au poignet, les aiguilles m'indiquent 18h02. Dans une quarantaine de minutes, le soleil se couchera. Les rayons de ce dernier illuminent encore la ville qui s'érige devant moi, déjà en partie en ruine. J'aperçois des décombres d'anciens immeubles et maisons, des champs de gravats, de plâtre, de pierres, de poussière, de cendres. L'image même d'une ville fantôme ravagée par une guerre. Que s'est-il passé ici pour que de nombreuses constructions soient détruites? Une véritable bataille? Un bombardement? Non. Le Dabs m'en aurait parlé. Georgia m'aurait renvoyé un message. Eux-mêmes ne détiennent que peu d'informations, ce qui signifie que je me débrouillerai pour trouver les réponses à mes interrogations, jusqu'à ce que je mette la main sur mon binôme, Atlas. Quelques mèches rebelles s'extirpent de ma queue de cheval, encadrent mon visage et virevoltent au décollage de l'hélicoptère. L'appareil s'éloigne, ses hélices fendent les nuages, jusqu'à ce qu'il ne forme plus qu'un point à l'horizon. La gorge nouée, l'angoisse au ventre, je me saisis de l'un de mes Glocks, jusqu'alors attaché à ma cuisse droite, puis vérifie que l'arme contienne déjà des munitions destinées aux créatures surnaturelles. Je glisse ma mitraillette derrière mon dos, en bandoulière, puis accroche tout ce que je peux à mes holsters au niveau de ma taille et de mes cuisses. Tout est ok. J'inspire, j'expire. Je me dirige vers la porte du toit, l'ouvre avec délicatesse, l'arme braquée devant moi. L'obscurité des escaliers qui s'offrent à moi ne me rassure en rien. Je me contente d'attraper ma lampe torche, de croiser mes mains devant moi, puis appuie sur un petit bouton. À pas de loup, je descends le dernier étage, sans croiser la moindre bestiole ou humain. Je n'y perçois que des traces de sang sur les murs crème et le carrelage en anthracite. Un miasme de sang féreux, d'excréments et de pourriture flotte dans l'air, le témoignage même des massacres ayant eu lieu dans cette pauvre ville. Mon cœur se pince à l'idée que des familles entières aient été décimées, des femmes enceintes, des enfants, des vieillards, les plus faibles qui avaient le moins de chances de survie. Silencieuse, je poursuis mon chemin, jusqu'à ce qu'un bruit métallique attire mon attention, comme si quelqu'un avait donné un coup dans une boîte de conserve ou une canette de soda. Attentive, les sourcils froncés, j'emprunte la direction du vacarme, dans le cas où il s'agirait de mon collègue, ou même d'un survivant que je pourrais escorter, mettre en sécurité. Je ne me vois pas ignorer un civil, le laisser en proie aux horreurs de la ville, mourir seul dans son coin, ou se faire attaquer par une arme biologique, quelle que soit sa nature. Toutefois, les lèvres scellées, je réprime le moindre son. Je ne dévoilerai ma présence qu'au moment où je serai certaine que je le peux. Une question de logique. J'éteins ma lampe torche, puis m'insinue dans le petit couloir où sont reliées des portes d'entrée, un accès à chaque appartement. L'une d'entre elles se révèle ouverte. Je me plaque contre le mur, à quelques centimètres, afin de forcer sur mon sens auditif. Des bruits de pas, des respirations à peine humaines. C'est tout ce que je discerne. Je penche la tête sur le côté, je n'aperçois qu'une ombre. Toujours à pas de velours, je m'engage dans le domicile, tout aussi sombre que le reste de l'immeuble, et veille à ne pas marcher sur des débris de verre
ou donner un coup dans un objet qui joncherait le sol. Seule la lumière du jour filtre à travers les volets mal fermés, une manière de me repérer dans la noirceur, de discerner des masses. Ni l'entrée, ni la cuisine à proximité ne contiennent des éléments intéressants, ou le moindre corps, malgré quelques traînées de sang, accompagnées d'objets au sol, dont un imposant couteau. Les lieux présentent des traces de lutte. Je pivote sur ma droite, m'enfonce dans le lieu de vie jusqu'au salon. De faibles grognements remontent jusqu'à mes oreilles, au même titre que des bruits de mastication. Mon rythme cardiaque s'accélère, je suis prise d'un flash. La vue qui s'offrait à moi me donnait envie de vomir mes tripes. Mon cœur saignait, ma tête tournait. Les larmes perlaient le long de mes joues. Je retins un cri face au spectacle. Mes parents se trouvaient penchés au-dessus du corps sans vie de ma sœur, la dévorant sans la moindre pitié. J'apercevais un morceau de ce qui semblerait être son intestin entre les mains peintes de cet affreux liquide rouge, le portant à sa bouche pour le goûter. Un effluve de mort flottait dans l'air. Le visage exsangue de ma sœur indiquait que sa mort remontait à plus de 30 minutes, peut-être même 1 heure ou 2. Ses yeux verts, ouverts, drainés de vie, m'horripilaient et me serraient le cœur. Le sang éclaboussait même le haut de sa poitrine, son cou, tandis que quelques gouttes vermeilles se constellaient autour de sa mâchoire. Cela ne peut être que ça, un ou des morts vivants, en plein repas. Mon objectif ne revient pas à nettoyer la zone, loin de là, ce serait gaspiller des munitions par la même occasion. Je rebrousse chemin jusqu'à la porte d'entrée, avant qu'un nouveau fracas attire mon attention. L'un des zombies a donné un violent coup dans une canette. Cette dernière s'est heurtée contre l'une des portes, attirant l'attention de ses congénères. Les grognements bestiaux s'intensifient. Lorsque je jette un regard par-dessus mon épaule, une dizaine de ces monstres pénètrent dans mon champ de vision, sur le palier, dans une cohue digne des heures de pointe dans les métros. Je ne perds pas de temps pour prendre mes jambes à mon cou. Forcément, il fallait que ce soit pour moi. Encore pas de chance. Dans le couloir, je m'empresse de prendre les escaliers pour rejoindre les étages inférieurs. Mais, comme si ces créatures répugnantes, en totale décomposition, s'étaient passé le mot, leur nombre s'accroît. Ils fracassent les portes des appartements où ils se terraient. Ils se dirigent vers moi, affamés de chair fraîche, humaine. Certains ont perdu des membres, soit un bras ou les jambes. Dans le dernier cas, ils se traînent au sol à la force des bras. Ou alors, il leur manque une partie de leur abdomen, quand leur mâchoire n'est pas à moitié arrachée. Leur apparence et l'effluve, celle de la mort mêlée à la merde, me provoquent des nausées. À savoir, au décès d'un individu, les muscles de ce dernier se relâchent, dont le sphincter et l'inévitable se produit. Je préfère les éviter, les éliminer me demanderait trop de balles, et j'aurais tendance à me faire encercler, une très mauvaise situation. Je continue de descendre les escaliers pour tous les esquiver, alors que leur chant de charognard m'exaspère au plus haut point. L'envie de tous leur enfoncer un objet dans la gorge, afin de leur clouer le bec, ne manque pas. Et cela, malgré la célérité de mon pouls. Arrivé au 10e étage, soit à la moitié, je n'en vois plus un seul, comme s'ils aimaient squatter près du toit. Le ou les corps qu'ils dévoraient en était sans doute la raison principale. Après cette réflexion, j'éponge la sueur de mon front d'un revers de manche. Ce retour au calme me permet de ralentir le rythme. Soudain, mon oreillette sonne dans mon conduit auditif, signe d'un appel en provenance du bureau de Georgia. Je décroche aussitôt en appuyant sur le bouton. « Dahlia, j'ai une bonne nouvelle. »« Je t'écoute, » murmurai-je. En dépit de la discussion, je ne baisse pas ma garde et déboule au 9e étage. J'ai jeté un œil à la localisation d'Atlas. Il y a 5 minutes, il se trouvait au nord-est de ta position, à 2 kilomètres. Il est déjà en route, vous vous retrouverez dans la rue. Pour te repérer, prends la direction de l'énorme cathédrale que tu as sans doute pu voir depuis le toit, m'expose-t-elle. En bruit de fond, je l'entends pianoter sur le clavier de son ordinateur, un son que je préfère amplement à celui des cris des créatures fans de viande humaine. C'est noté, Forbes. Sur ce, je la laisse raccrocher, vaquer à ses occupations. J'inspire une nouvelle fois, je me rends au 7e étage. Dans le couloir que représente le palier, près de l'une des fenêtres laissant entrevoir l'extérieur, un individu se tient debout. Je m'approche sans tambour ni trompette, curieuse. Curieuse, car cette silhouette ne ressemble pas à celle d'un zombie.
Je découvre une femme aux longs cheveux bruns foncés ou noirs, ondulés, tombant en cascade sur ses épaules et son dos. Elle s'appuie davantage sur le rebord en métal, comme si elle contemplait les dégâts causés par ceux qui se trament dans le coin. Son air désinvolte ou songeur me glace le sang. Contemple-t-elle la mort? Songe-t-elle à sauter la vie? Pistolet braqué sur elle, le doigt sur la détente en cas de besoin, si jamais il s'agit d'un mort vivant, je l'attends. Excusez-moi? L'individu se retourne à une lenteur exécrable. Lorsque son visage se dévoile à moi, je crois défaillir. Qu'est-ce que...